Les affres d'un conflit si lointain, la fraîcheur de la nuit avait fini par triompher des ardeurs du jour. Samba, toujours allongé sur sa natte, savourait, comme à son habitude, le délicieux thé à la menthe que lui servait Della. Rien de tel pour faire passer le lourd couscous à la sauce d'arachide qu'il aimait tant, et qu'il savourait encore plus, depuis son retour de la France. La radio distillait des sonorités du pays profond, des chants à la gloire de ses princiers ancêtres et d'autres grandes figures du Sénégal, sur des notes de calame, de kora et de balafon. Les mélopées déchiraient suavement le silence nocturne, sous la lune laiteuse et le ciel étoilé qui éclairait sa modeste demeure qu'une frêle palissade en tige de mil protégeait des regards indiscrets. Les souvenirs de la guerre lui revenaient souvent, en ces moments de quiétude. Il ne les avait pas, jusque-là, partagés avec les siens. Mais ce soir, il était d'humeur à parler, à raconter à son épouse cette guerre qui avait déformé son corps et qui lui taraudait la tête, une tête dans laquelle des idées et des conceptions nouvelles avaient germé. Au camp de Souges, l'ambiance était restée fraternelle et bon enfant, comme dans une drôle de guerre, selon l'expression des soldats en position beaucoup plus avancée, au nord-est, du côté de la ligne Maginot. Ce temps paradoxal de « ni guerre, ni paix » avait suivi la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne nazie. Il prit fin avec le lancement par la Wehrmacht, le 10 mai 1940, du « Vollgelb » ou « Plan jaune », une vaste offensive sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. La violation de la neutralité de ces pays lui permit de prendre à revers la ligne Maginot. Tout de suite après ce coup d'éclat, les forces allemandes élargirent la brèche ainsi ouverte, pour casser le front de la Meuse, entre le 12 et le 15 mai. Elles s'enfoncèrent sans répit, encore plus profondément en Normandie, sous la poussée de blindés semant panique et destruction sous leurs chenilles, avec l'appui d'une terrifiante armada aérienne. Leur avancée fut foudroyante. Fin mai, après à peine un mois de formation à Souges, Samba et ses compagnons du 208e RALC furent envoyés dans la région de Melan, à l'ouest de Paris, en renfort à la 40e division d'infanterie, dans sa tentative d'endiguer la poussée allemande. Leur portée vers cette zone se fit par le rail. Les images de ce périple étaient à jamais gravées dans la mémoire de Samba. Bordeaux, Poitiers, Tours, Alençon. D'entre ces villes dont il n'avait vu de près que les gares, Samba se remémorait surtout la beauté des campagnes traversées, sur plus 500 km, d'immenses étendues de plaines et de plateaux verdoyants nervurés de vallées et de bassins fluviaux à l'eau calme et limpide creusant le granit, le sable et le calcaire. Il avait été au comble de l'émerveillement, devant la splendeur printanière des vignes bourgeonnant des Landes de l'Aquitaine, du Poitou et de la Charente, la magnificence des immenses bois, champs de blé et potagers de la Sologne à la Beauce et la luxuriance des vastes plaines blondes, des bocages frais, des forêts profondes de hêtres et de chênes et des vergers de pommiers et de poiriers en fleurs de la Normandie. Et, partout, des bovins, des chevaux et des moutons sur de grasses prairies s'étendant à perte de vue, le long du rail. Jamais, dans sa vie de jeune paysan cayorien, il n'avait vu une campagne aussi belle et fascinante, lui qui était habitué aux mornes plaines sablonneuses de son terroir, aux arbres et arbrisseaux clairsemés dans une sèche broussaille qui ne reprenait les apaisantes couleurs vertes de la nature que quelques 3 ou 4 mois dans l'année avec, ça et là dans des bas-fonds argileux, des mares et des marigots tout aussi éphémères. La nature était là, aussi généreuse en France qu'elle l'était certainement dans l'Allemagne voisine, de la même manière qu'elle était chiche au Sénégal et au Soudan français. Les Français et les Allemands devaient vivre comme dans le paradis dont, à Dioben Pey, son maître coranique avait empli ses rêves d'enfant de païens fraîchement convertis. Il se demandait, en son fort intérieur, pour quelles incroyables raisons ces deux nations si opulentes voulaient s'entre-déchirer, se détruire. La question lui taraudait l'esprit alors qu'il était sur le point de s'enfoncer dans l'enfer d'une guerre planétaire dont les enjeux lui échappaient, une guerre qui n'était assurément pas la sienne. La guerre. Jusqu'à ce soir-là, Della ne lui avait point posé de questions sur comment il l'avait vécue, sur les circonstances de ses blessures. Étant la cousine de Samba, Della avait le droit d'aborder tous les sujets avec son époux, et même de le moquer sur tout et rien.
Mais cette belle et douce femme était la discrétion même. Jamais un mot plus haut que l'autre. Ce soir-là, elle ne put s'empêcher de demander à Samba de lui parler de ses jours sombres vécus au-delà des mers, chez les Toubabou-Tougal. Samba se plut à sortir de sa méditation vespérale pour compter sa part de guerre. Une longue journée après leur départ de Bordeaux, les éléments du 208e RALC atteinrent, au soir du 26 mai, la région de Houdan. Après une dizaine de jours de remise en forme et de réglages stratégiques, ils reprirent le train, avec armes et chevaux, pour Aumale, dans la nuit du 5 juin. Débarqués le lendemain, à l'aube, à Marseille-en-Beauvaisis, dans la région de Grandvilliers, ils furent dirigés vers l'ouest, à cheval et tractant leur pesante artillerie, le vendredi 7 juin à l'aube. Il leur avait été donné l'ordre de se porter à l'ouest, pour faire front à la 7e Panzer Division du général Rommel dont l'objectif capital était la prise de Paris. Ces chars progressaient inexorablement vers Rouen, Elbeuf, Igoville, Pont de l'Arche, tout le long de la Seine, sans rencontrer grande résistance. Ce fut au bout du petit matin, sur la rive droite, dans le bois de Saat et les champs sur les hauteurs d'Igoville, que le choc entre le 208e RALC et la 7e Panzer Division se produisit, brutal et sanglant. Dans le fracas assourdissant des tirs de canon et le crépitement incessant des fusils mitrailleuses, des corps tombaient, de part et d'autre, atteints de plein fouet par les balles, fauchés et déchiquetés par les obus qui embrasaient le blé et brisaient des arbres. Sous le feu d'enfer des chars et des mitrailleuses allemands et le déluge des bombes larguées par une escadrille de la Luftwaffe venue en soutien, la force noire plia et ne tarda pas à rompre. Elle s'était vaillamment battue, sans désemparer. Mais, en infériorité numérique, mal équipé, non aguerri et sans appui, ce régiment qui n'avait été envoyé à la boucherie, que pour retarder au maximum l'avancée ennemie, abandonna sur le sol normand des centaines et des centaines de cadavres et autant de blessés, dont Samba. Il avait été laissé pour mort sur le champ de bataille, au flanc de son cheval tué par un des éclats d'obus qui avait atteint son maître. Il dut la vie sauve à 2 paysans, 2 frères, qu'il avait découverts, le lendemain des affrontements, dans leur champ de blé fumant qui avait lourdement souffert des combats de la veille. Ils le cachèrent sous le foin dont il avait rempli leur charrette, pour l'amener chez eux, puis, un peu plus tard, dans le petit hôpital d'Igoville, après le départ des Allemands pour qui ces lieux ne présentaient plus un intérêt stratégique. Il reprit pleinement connaissance sur son lit d'hôpital, suite aux soins qui lui furent prodigués, mais avec l'amer constat de la perte de la mobilité de sa jambe droite. Il avait toutefois eu beaucoup plus de chance que ses plus que frères, Madior de Iarouba et Guilet de Iapenda, tous deux morts au combat, à ses côtés, les armes à la main. Après la signature de l'armistice, le 22 juin, entre le Troisième Reich et les représentants du gouvernement du maréchal Philippe Pétain, les Allemands avaient fait ouvrir des frontstalags, des camps d'internement, dans des localités de la France occupée. Ils allaient accueillir, principalement, des soldats blessés et prisonniers de guerre d'origine coloniale, à la charge et sous la surveillance des autorités collaborationnistes de Vichy. La famille Mermoz, celle des 2 paysans qui avaient secouru Samba le lendemain de la bataille d'Igoville, l'entoura de beaucoup d'attention et d'affection, durant son séjour à l'hôpital puis au Frontstalag d'Évreux, à une trentaine de kilomètres au sud d'Igoville. Il y avait été finalement interné, avec de nombreux autres camarades faits prisonniers, jusqu'à la libération. La fille des Mermoz qui était une frêle adolescente au moment du sauvetage de Samba eut pour lui un béguin enfantin qui devint, à ses 18 ans, un véritable amour. Le jeune soldat noir avait été sensible aux sentiments de Mademoiselle Mermoz. Mais il était conscient que cette idylle était sans lendemain. Il ne fut d'ailleurs pas très disert sur cet épisode de la parenthèse française de sa vie. Sans s'en apercevoir dans la pénombre, Samba avait fait pleurer le petit Mademba. Ce fut seulement vers le terme de son récit qu'il vit des larmes perler sur ses innocentes prunelles. Le garçon n'avait pas compris tout ce que son père avait raconté. Toutefois, les trémolos dans sa voix, la déchirante douleur qu'elle exhalait ainsi que ses onomatopées apocalyptiques illustrant les fracas de l'engagement l'avaient tout retourné. Il éclata en sanglots,
le cœur meurtri par les sombres et terrifiants souvenirs de son papa. Samba s'interrompit. Jamais plus il n'évoqua les horreurs de la guerre devant son fils. Della consola l'enfant qui finit par s'endormir.